Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. County got multiple victims I need every unit you can find. Fusillade de masse, encore une fois aux États-Unis. Cette fois, l'horreur, le carnage s'est produit dans le Maine. D'ailleurs, on est toujours en situation de tireurs actifs. Une chasse à l'homme, il y a des centaines de policiers sur le terrain. Ça se passe à Lewiston, dans le Maine. Pour vous situer, c'est à peu près à 4h30 de route de Montréal, 50 minutes au nord d'Old Orchard, une destination vacances prisée par plusieurs Québécois. Lewiston, c'est une petite ville de 36 000 habitants. Écoutez, il y aurait au moins 16 victimes, des dizaines et des dizaines de blessés. Le suspect en question est Robert Card, un gars de 40 ans, un réserviste de l'armée, un instructeur en maniement d'armes. On a d'ailleurs diffusé une photo du côté de la police du tireur où on le voit avec une arme d'assaut. C'est une photo là, qui est extrêmement troublante. Manteau brun, pantalon marine. Et il aurait récemment rapporté souffrir de problèmes de santé mentale. Il disait entendre des voix dans sa tête. Il aurait d'ailleurs menacé de commettre une fusillade sur une base de la Garde nationale dans le Maine. Alors, il faut que quelqu'un m'explique qu'est-ce que ce gars-là faisait encore avec des armes. Mais c'est qu'aux États-Unis, et que c'est important, les armes, hein? Et que c'est important. En fait, il y a plus d'armes que le nombre d'habitants aux États-Unis. Mais bon. La population a reçu d'ailleurs pour ordre de rester confinée face au danger que ce gars-là représente, toujours en fuite, armé et dangereux. Alors, faisons ensemble la chronologie des événements. Ça commence vers 19h15 le soir du 25 octobre. Le tireur en question, Robert Card, entre dans une salle de quilles. Le bowling Spare Time Recreation ouvre le feu sur plusieurs personnes à l'intérieur. Se déplace ensuite dans un restaurant-bar, le Chemengees, toujours dans la même municipalité, ouvre le feu à nouveau et fait des victimes. Un développement important dans cette enquête-là, c'est que les policiers ont localisé un véhicule qui était recherché, un VUS Subaru Outback blanc. On localisé ce véhicule-là à Lisbon, une localité à peu près à une douzaine de kilomètres de Lewiston, l'endroit où les fusillades ont eu lieu. Alors, on a localisé le véhicule du suspect, mais on n'a pas localisé le suspect. Ce qui m'amène à vous présenter quelques chiffres assez troublants en ce qui concerne des fusillades aux États-Unis. Là. Celle-ci, en tout cas, si le bilan continue d'augmenter, apparaîtrait sur ce triste palmarès où on retrouve, entre autres, 60 morts à Las Vegas en 2017. Souvenez-vous, c'est un sexagénaire américain qui en avait tué 60 dans un concert extérieur à Vegas. Ça, c'est la pire fusillade de l'histoire moderne des États-Unis. Orlando, en Floride, en 2016, 49 morts. C'était dans un bar gay. Et en 2007, à Blacksburg, en Virginie, 32 morts, alors qu'un étudiant de l'université Virginia Tech ouvrait le feu sur un campus de l'établissement. De retour chez nous, et c'était la une de la presse, un développement majeur dans l'incendie mortel du Vieux-Montréal qui a tué, rappelons-le, 7 personnes et en a blessé 9 autres. On en sait davantage sur le suspect en question dans cette histoire-là. Selon une enquête exhaustive de Daniel Renaud et de Vincent Larouche de la presse, le gars en question serait Denis Bégin, un homme qui a un très, très lourd passé judiciaire. Mais je dis très, très lourd. Il est surnommé le tueur de l'Halloween. Il avait été qualifié de psychopathe par un psychologue à 2 reprises. Et au moment des faits, il était en cavale à la suite d'une évasion d'un pénitencier à sécurité minimum. C'est une autre question. Comment un gars avec cette feuille de route a pu se retrouver dans un pénitencier à sécurité minimum?
Moi, il y a une clémence envers les criminels qu'il va falloir qu'on m'explique. Pénitencier à sécurité minimum. Ce gars-là, en 93, le soir de l'Halloween, le 31 octobre, a tué à coups de fusil un jeune homme. Il était masqué. Il avait, vous savez, comme dans le film, là, Vendredi 13, le personnage de Jason, il avait un masque de gardien de but comme celui-là. Entre dans un bar de Montréal, abat cette victime-là, un jeune homme, est incarcéré, et c'est pour ça qu'on l'a surnommé le tueur de l'Halloween. Incarcéré, planifie plusieurs fois son évasion. Les autorités retrouvent même des plans. Mais malgré tout ça, on l'admet dans un pénitencier à sécurité minimum. Et ce qui devait arriver arriva. En 2019, en février, il s'évade. Et là, pendant 4 ans, il est dans la nature. Les autorités n'ont aucune christie d'idée où ce gars-là est. Il est même sur la liste des 10 criminels les plus recherchés. Et par un pur hasard, à un moment donné, il est capté sur une vidéo de surveillance lorsque survient le drame du Vieux-Montréal, cet incendie-là, est interrogé comme témoin important. Mais à ce moment-là, Bégin se fait passer pour un itinérant, un sans-abri, qu'il aurait usurpé son identité. D'ailleurs, on est toujours sans nouvelles de ce sans-abri-là. Qu'est-ce qui lui est arrivé au final? On ne le sait pas. Alors, à un moment donné, les autorités réalisent qu'ils n'ont pas affaire à ce sans-abri-là. Ils ont plutôt affaire à Bégin. Il est arrêté à ce moment-là, mais il n'est pas arrêté pour l'incendie. Il est arrêté pour son évasion. Plus ça avance, là, plus les détails sont troublants dans cette histoire-là. Et à la une du journal, intéressant, on revient là, sur cette lettre co-signée par les 6 ex-premiers ministres encore vivants. Philippe Couillard, Pauline Marois, Jean Charest, Lucien Bouchard, Daniel Johnson et Pierre-Marc Johnson. Et on pose la question, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la santé? Très bonne question. Et nos collègues du bureau parlementaire nous apprennent également qu'un lobby influent se cacherait derrière cette sortie des 6 ex-premiers ministres. On parle de l'Institut de cardiologie de Montréal. Une lettre ouverte, donc, qui a été publiée par les 6 ex-premiers ministres, mais qui aurait été l'initiative du président du conseil d'administration de l'Institut, Éric Bédard, qui est aussi associé directeur dans l'important cabinet d'avocats Fasken. Et l'Institut de cardiologie de Montréal a des liens financiers avec la famille Desmarais, famille de donateurs importants de l'Institut de cardiologie. Rappelons que malgré les doléances des anciens premiers ministres, notamment qui demandaient de reculer sur la réforme du système de santé pour conserver l'indépendance des centres de recherche et des fondations, le gouvernement du Québec va aller de l'avant, n'a pas l'intention de plier davantage. Il y a eu certains amendements là, avant la publication de la lettre des anciens premiers ministres, mais Christian Dubé et François Legault ont déclaré qu'ils n'iraient pas plus loin, malgré la pression des ex-premiers ministres et malgré cette sortie qui est quand même historique. Là. C'est très rare qu'on a vu ça. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.